Salut les devs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir un principe très important. Donc, si vous avez déjà utilisé Next.js, vous avez sûrement vu des décorateurs partout comme celui-ci. Vous avez aussi écrit des constructeurs qui ressemblent à ça. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Next.js fonctionne comme ça? Eh bien, si vous voulez savoir, la réponse est en deux mots: l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle. Donc, c'est le cœur battant de Next.js, donc c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est ce qui fait la différence entre une application qui devient vite un cauchemar à maintenir et un code flexible, facile à tester et très facile à faire évoluer en fait. Donc aujourd'hui, on va pas se contenter de simples analogies. Je vais vous montrer avec des exemples clairs. Donc on va partir d'un code volontairement mal écrit, montrer à quel point ça peut être douloureux de faire évoluer ce genre de code. Comprendre comment Next.js avec son conteneur d'inversion de contrôle vient à notre rescousse pour transformer un code qui peut être un cauchemar à maintenir en un code très flexible, modulaire et facile à tester. Donc préparez-vous, on va commencer par une démonstration de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc il s'agit d'un code fortement couplé. Donc là, j'ai une architecture classique en trois couches pour une commande e-commerce. Tout en bas, on a le payment provider qui est chargé de parler à la banque. Ensuite, on a le order services au milieu qui se charge de la logique métier. Et tout en haut, on a le order controller qui va se charger de recevoir les requêtes. Donc, le order controller, il va comme ça communiquer avec order services. Puis lui va communiquer avec le payment provider. Donc, une fois ceci dit, on comprendra que pour que mon service marche, il faut que j'instancie à l'intérieur de mon service le provider. Il faut que j'ai une instance du provider. Et pour que mon contrôleur marche aussi, il faut que j'ai une instance du service. Bon, là, qu'est-ce qu'on a créé? On a tout simplement, dans le provider, on a tout simplement créé une méthode process qui va juste faire un console log du montant de la commande. Dans le service, on a aussi une méthode de create order qui va se charger d'appeler la méthode process qui a été créée au niveau du provider et passer le montant de la commande. Bon, et dans le contrôleur, on a juste une méthode handle request qui va se charger de gérer la requête et à l'aide du service, appeler la méthode create order qui va créer la commande. Bon, à l'intérieur, ici, on passe un montant fixe. Ici, en l'occurrence, c'est 100. Donc, à la fin, normalement, dans mon fichier index.ts où je crée un contrôleur et j'appelle la méthode handle request, je dois avoir à la fin le console log paiement de $100 accepté. Donc, ce que je fais, si je compile tout ça, puisque ça c'est un projet TypeScript, je lance la compilation, à la fin, il me sort ceci avec le fichier JS. Donc, je peux même supprimer ici, je relance, il va me générer ça. Le fichier JS que je peux exécuter avec Node. Donc là, j'ai effectivement mon log paiement de $100 accepté. Donc, on peut modifier ici, on peut venir jouer ici pour modifier le montant, mettre, je sais pas, 1500. J'enregistre, je recompile et je relance. Donc, c'est bien 1500 qui est affiché. Donc, on voit que le code ici marche, il compile, tout est bon. Mais en fait, ce qu'on vient de faire, c'est de créer un couplage fort. Donc, le code qu'on a créé ici, il est fortement couplé et c'est pas une très bonne pratique. Je vous explique pourquoi. Imaginez maintenant que la banque change ses règles ou bien que l'on décide tout simplement de changer de service de paiement. Donc, supposons que pour initialiser notre provider de paiement, il faut désormais absolument passer une clé API. Donc, imaginons un peu que maintenant, pour définir notre payment provider, on a besoin d'une clé API. Donc là, ça va se traduire par ceci. On va créer une propriété API key pour représenter notre clé de paiement. On dit c'est une chaîne de caractères. Et lorsque on veut instancier notre payment provider, il faut passer cette clé là en fait. Donc, supposons que c'est désormais comme ça que fonctionne notre payment provider. Qu'est-ce que cela engendre? Bon, là, regardez un peu si je essaye de compiler derrière mon code. Eh bien là, c'est le drame complet. Mon service ne fonctionne plus. Il dit que au niveau de l'instanciation de notre payment provider, il s'attend à recevoir un argument qui représente la clé de paiement. Donc là,
Pour corriger une action, pour corriger, ce serait aussi de modifier la manière de créer le service de commande en demandant aussi cette clé-là. Et lorsqu'on envoie cette clé, on la passe tout simplement à notre payment provider. Mais cette modification, est-ce qu'elle résout le problème? Eh bien non, parce que cette modification aussi va causer un changement dans la structure du contrôleur. Donc le contrôleur, lui, qui ne savait pas, bon, qui instanciait le service de commande de cette façon, se retrouve maintenant aussi avec un service obsolète, puisque ce n'est plus comme ça qu'il fonctionne. Lui aussi nécessite une clé, et c'est cette clé qui passe au provider, au payment provider. Donc, il faudra aussi modifier notre contrôleur en lui disant que lors de la création du contrôleur, fournis-moi la clé API pour le payment provider. Et je vais le passer au service qui, lui, va le passer aussi au payment provider. Donc, ce changement, est-ce qu'il résout? Bon, non. Parce qu'au niveau de notre fichier index, lorsqu'on crée notre contrôleur, il faut maintenant passer la clé API conformément à la nouvelle structure. Donc, il faut passer une clé, supposons que c'est ça. Donc, c'est là maintenant que notre code va bien marcher. Donc, vous voyez bien qu'un petit changement au niveau du payment provider a engendré des changements en cascade dans tous nos autres fichiers. Ceci n'est pas une bonne façon de faire. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je disais au début que ce code il est fortement couplé. Parce qu'un changement dans l'une de nos couches va engendrer des séries de changements dans toutes les autres couches. D'où le terme fortement couplé. La solution en fait serait d'arrêter de faire ceci, de soi-même recréer une instance, en l'occurrence ici du provider dans le service, mais simplement d'utiliser le provider sans toutefois savoir comment il fonctionne en interne. Donc le service dans l'idéal n'a pas besoin de savoir comment le provider est fait. Il veut juste un moyen de pouvoir avoir accès à lui et de l'utiliser tout simplement. Idem pour le contrôleur, il veut juste un moyen d'avoir accès au service sans savoir comment il fonctionne en interne et juste pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est le principe, ça c'est comme ça détailler le principe de la gestion des dépendances. Donc au lieu de recréer le provider dans le service, on demande tout simplement à le recevoir via le constructeur. Donc voici à quoi ça ressemblerait. Donc ici on va dire, on veut dans le constructeur du service, on s'attend à ce que on nous passe un provider de type payment provider. Et lorsqu'on a ceci, on l'appelle tout simplement ici. Donc, aussi simple que ça. Idem au niveau du contrôleur, on se dit ici qu'on va avoir accès à une propriété qui sera le service en fait. Ici, on l'appelle tout simplement. Donc, c'est tout ce dont normalement mon contrôleur et mon service ont besoin. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe en interne. Donc, regardez comment c'est propre. Le service, il ne sait pas comment le provider est créé, avec ou sans clé, sans fiche, il l'utilise juste. Mais le hic, c'est que quelqu'un doit quand même faire les branchements. Donc, au niveau de mon index, il faut faire ces branchements. On ne peut plus simplement appeler le contrôleur comme ça. Il faut lui passer une instance du service. Donc là, je suis obligé de créer mon service. Le passer ici. Maintenant, même chose au niveau du service, je suis obligé de créer et lui passer une instance de mon paiement, de mon provider. Donc, je vais d'abord le créer. Je vais d'abord créer cette instance ici. Bon, elle nécessite une clé. Cette instance, je la passe ici. Donc, mon fichier index.ts va comme ça faire office de base où on va faire tous nos branchements. Mais au moins, ça, notre code a le mérite d'être clair et maintenant découplé. Donc, je peux modifier toutes les modifications que je veux ici. Ça ne va plus impacter mon service et idem pour mon contrôleur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle assemblage manuel, où on définit nous-mêmes tous les instances de nos services, nos providers et tout, et on fait les branchements. Mais ça peut vite devenir une usine à gaz si vous avez plusieurs services.
Imaginez, vous avez 50 services et chaque service appelle les providers différents. Donc, vous allez faire toutes les déclarations à ce niveau-ci et ça va vite devenir cauchemardesque, difficile à maintenir. Donc, ce que Next.js gère de manière un peu plus intelligente, de manière un peu plus efficace. Donc, on va ouvrir l'équivalent de ce projet sur Next.js. Voici à quoi il ressemble. Donc là, j'ai mon payment provider, mon service et mon contrôleur. Donc ici, mon payment provider, lui, au lieu de faire un console qui va retourner le message qui sera affiché au niveau de l'écran. Donc mon service, même chose, idem que de l'autre côté. Grâce à l'injection de dépendance, il appelle le provider, il utilise sa méthode de create order. Contrôle la même chose, il injecte le service et il utilise. Là, on a créé une requête en fait, une requête post où l'utilisateur passe le montant de la commande et depuis le service, on crée la commande avec la méthode de create order. Donc, si j'ouvre mon client API, j'ai un client API intégré dans mon éditeur. Je vais lancer, par exemple, c'est la route pour accéder au module de commande et je passe un montant. Supposons que je vais passer 600. Ok, j'envoie et j'ai le message paiement nécessaire de l'accepter. Donc, mon API fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Next.js fait de différent? Donc, c'est ici que Next.js brille en fait. Et c'est grâce à son concept d'inversion de contrôle. Donc, Next.js, pour être plus précis, il possède un conteneur d'inversion de contrôle. Imaginez-le comme une boîte magique qui gère toutes vos classes. Donc, quand le décorateur injectable est utilisé au niveau de notre service, donc on va dire comme ça à Next que tu peux gérer cette classe comme une pièce de puzzle. Donc, ça, c'est la même chose qu'il va faire pour le payment provider ici, puisqu'on utilise ce même décorateur injectable. Le Next.js va considérer cette classe comme une pièce de puzzle. Donc, ensuite, au niveau de notre module, order module, lorsqu'on va lister, donc créer ce tableau-ci de provider avec nos différents éléments à l'intérieur, c'est une façon de dire à Nest que c'est toi de cette liste provider-ci comme un annuaire. Donc, pour ce module-ci, voici par exemple les pièces de puzzle dont il a besoin pour fonctionner. Donc, au démarrage, Next.js va venir lire ce tableau. Il va créer des instances de ces pièces-là. Donc, en faisant les new, donc new order services, new provider, il va créer ces instances-ci pour nous et les garder en mémoire. Et à chaque fois que, à chaque fois qu'on va faire ceci, par exemple dans notre contrôle, à chaque fois qu'on va faire ceci, on va définir une classe qui dans son constructeur a besoin de l'une de ces pièces qu'il aura listées et définies en mémoire. Il va tout simplement venir l'injecter, injecter l'instance qu'il aura gardée en mémoire. La même chose dans le service, lorsqu'on va faire ceci, il va venir dans ce service-ci, prendre une mémoire, une instance en mémoire du payment provider qu'il aura créé et l'injecter ici à l'intérieur. Donc finalement, quand le contrôleur va demander ceci, le GS va aller dans sa boîte, il va trouver une instance du service déjà prête et lui donner automatiquement, d'où l'inversion de contrôle. Donc, ce n'est plus nous qui instancions en faisant les new, c'est Next.js qui le fait de manière intelligente et automatique. Donc, graphiquement, à quoi ça ressemble? Donc, si là, je dois faire un résumé, supposons que là, on a une instruction, une classe où on a marqué avec le décorateur injectable. Next.js va tout simplement prendre cette classe-là définie comme une pièce de puzzle. Il va la mettre dans son inversion, dans son conteneur d'inversion de contrôle. Idem aussi pour la classe order services. Et une fois que dans un de nos modules, on va lister l'une de ces pièces de puzzle dans le tableau des providers, Next.js va venir comme ça créer une nouvelle instance. Par exemple, là, dans notre tableau provider, on a listé deux pièces de puzzle, deux services, deux trucs si vous voulez, qui ont été au préalable marqués comme des pièces de puzzle. Donc, Next.js va venir créer des nouvelles instances de ces pièces de puzzle ici lorsqu'on va démarrer l'application. Et si quelque part dans notre application, dans un contrôleur ou bien dans un autre service, dans quoi que ce soit, on a besoin donc, si dans l'une de nos pièces, dans l'une de nos couches, on a besoin, un constructeur d'une classe a besoin d'une de ces pièces, et bien Next.js va venir dans sa mémoire, récupérer une instance qu'il aura déjà au préalable créée et tout simplement l'injecter. Par exemple, ici, on demande qu'on va avoir accès à une instance du order service ici. Il va tout simplement venir prendre cette instance ici et l'injecter ici. Même chose ici. Il va venir
par une instance injectée. Si quelque part, encore, on avait besoin d'une instance de Other Services, il n'allait pas venir recréer, il allait venir prendre l'instance déjà existante, il allait tout simplement l'injecter là. Donc, d'où la force de Next.js. Donc, il récupère une seule instance qu'il utilise partout où on en a besoin. Donc, ça, c'est aussi notre principe qu'on appelle le singleton. Donc, Next.js va venir comme ça, mélanger plusieurs principes et se rassurer que notre code vraiment c'est de bonne qualité, que derrière c'est un code maintenable. Donc, ça, c'est un peu résumé de manière graphique le principe d'inversion de contrôle et d'injection de dépendance. Donc, pour résumer, on a trois choses essentielles qu'on a apprises aujourd'hui et qu'on doit retenir. Sans injection de dépendance, vos classes sont soudées entre elles et si l'une bouge, eh bien, tout se casse. Et deuxièmement, avec injection de dépendance, vos classes demandent ce dont elles ont besoin uniquement. Elles n'ont pas besoin de savoir comment ce qu'elles utilisent fonctionne en interne. Elles l'utilisent tout simplement. Et ce qui les rend indépendantes et facilement testables. Troisièmement et finalement, avec Next.js et l'inversion de contrôle, le framework s'occupe de l'assemblage de tout. L'assemblage de tout le tout ce code à la fin. Ce qui vous épargne une tâche fastidieuse et il met pour vous comme ça tout en place. Donc, c'est pour ça que Next.js est si puissant pour les grosses applications. Donc, si vous avez compris ça, ces principes d'inversion de contrôle et injection de dépendance, alors vous avez compris le cœur du framework, le cœur de Next.js. Donc, nous sommes arrivés comme ça au terme de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez aussi pas, si vous voulez que j'explique un autre principe, une autre notion sur Next.js, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. After the dev.